Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 7 février 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Des milliers d'élèves de la région de Tillabéri ne vont plus à l'école. Leurs établissements scolaires sont fermés du fait de l'insécurité qui a déstabilisé cette partie du Niger, victime d'attaques terroristes. En effet, ce sont des centaines d'écoles qui sont fermées. Une situation qui dénonce les syndicats du secteur de l'éducation qui demandent d'ailleurs à l'État de créer toutes les conditions pour le retour sur les bancs de ses élèves. Reportage Nafissa Yahya. Selon les données de la Direction régionale de l'enseignement national DREN, plus de 49 000 élèves répartis dans plus de 500 écoles primaires et secondaires de la région de Tillabéri ne vont plus à l'école. Pour cause, leurs écoles sont fermées du fait de l'insécurité qui sévit dans la région depuis plus de 3 ans. C'est vraiment regrettable de pouvoir constater que l'État n'existe pas dans certaines parties de notre pays, notamment la région de Tillabéri. Aujourd'hui, c'est un fait réel et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà presque 3 ans que des écoles sont restées fermées et qui n'ont pas pu réouvrir en tout cas leurs portes jusqu'à la date d'aujourd'hui, du fait effectivement de cette question d'insécurité. Nous l'avons dit lorsque ça avait commencé et dans toutes nos déclarations et même les rencontres que nous avons eues avec le gouvernement, nous avons plaidé pour que les conditions puissent être créées afin que les écoles qui se trouvent dans les zones d'insécurité et les enseignants puissent être sécurisés pour le bon fonctionnement, n'est-ce pas, du système éducatif nigérien. Pour nous, aujourd'hui, on se pose la question véritablement et fondamentalement, que fait l'État par rapport à cette question? Que fait le ministère de l'Éducation nationale? Il est bon, bien bon de vouloir diaboliser les syndicats d'enseignants lorsqu'ils font des revendications, mais est-ce qu'aujourd'hui l'État est en train de créer les conditions pour que ces enseignants-là puissent être sécurisés, créer les conditions pour que le droit à l'éducation, qui est un droit fondamental, un droit universel, puisse être respecté dans notre pays? Parce qu'empêcher à plus de, je l'ai dit tout à l'heure, 45 000 en tout cas, enfants d'aller à l'école, c'est que c'est vraiment une violation, n'est-ce pas, du droit de ces enfants-là. Donc, pour Halidou Moukaila, secrétaire général du SINASEB, une synergie d'action entre tous les acteurs de la société s'avère nécessaire pour sauver l'enseignement dans la région de Tillabéri. Aujourd'hui, lorsque l'État se sent défaillant par rapport à cette question, il ne serait-ce que de créer les conditions d'un dialogue autour de la question, créer les conditions, n'est-ce pas, d'une grande rencontre, n'est-ce pas, de tout le monde, tous ceux qui sont impliqués ou tous ceux qui ont leur mot ou qui doivent avoir leur mot à dire dans cette question, qu'on puisse se retrouver, qu'on fasse le débat. Comment il faut faire pour sauver l'éducation? Ce que je peux préconiser d'entrée de jeu, c'est d'abord de créer les conditions de faire les regroupements d'écoles. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire que dans toute la région de Tillabéri, du fait de l'insécurité, on ne peut pas, les écoles ne peuvent pas fonctionner. Donc moi je me dis que c'est vrai qu'il y a des écoles qui sont fermées, mais ces enfants-là, créer les conditions de les déplacer pour les amener dans les zones plus sécurisées et faire des regroupements d'écoles où il y aura, n'est-ce pas, des FDS en longueur de journée qui vont sécuriser ces centres-là. Il va falloir quand même que, comme se donne les moyens de mettre fin à cette question d'insécurité. Si des pays voisins sont en train de le faire, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous prenons plus de coûts, n'est-ce pas, au Niger, que dans les pays, n'est-ce pas, dits du G5 Sahel. Donc, créons les conditions pour effectivement que chez nous aussi, que l'école publique nigérienne puisse véritablement fonctionner. Le secrétaire général du SINASEB a enfin rappelé que le droit à l'éducation est reconnu pour tous. C'est pourquoi l'État doit avoir un œil regardant sur la situation des élèves à Tillabéri et partout au Niger. Les agents de santé publique de terrain, toujours en attente de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ils attendent en effet la prise en compte de leurs revendications. Leur syndicat, le SINASAT, a observé des séries de grèves pour se faire entendre. Ces agents menacent une fois de plus d'aller en grève dans les jours à venir. Pour plus de précisions, je vous propose de suivre Abdelaziz Moussa. Il est le secrétaire aux affaires administratives du BEN SINASET que nous avons joint au téléphone depuis Kony. Présentement, la situation est toujours ambiguë. Du moment où on avait déposé un premier préavis de grève, et le staff du ministère nous a appelés pour nous consoler et que les problèmes qu'on a pu déposer pour nous plaindre seront résolus.
Mais malheureusement, on a constaté que ces problèmes n'auront pas de résolution tant qu'on n'engage pas un mouvement. Les différentes revendications étaient l'intégration sans concours à la fonction publique de tous les contractuels sans distinction et les arriérés des véhicules qui étaient impayés depuis 2017 et Niger Post à qui on a octroyé le paiement des contractuels et que ces contractuels ne sont payés qu'à la deuxième moitié du mois à venir. Quand on a vu le chronogramme du ministère de la Santé, puisqu'on avait déposé une plateforme revendicative et on a suivi 2 séances de grève de 7 jours, mais on a constaté que le ministère a acculé d'autres structures pour les négociations. Et vous n'avez pas été contacté? Aucun contact n'a été établi par rapport aux négociations, à une quelconque négociation. Et vous, comment donc vous interprétez cette façon de faire? Bon, on constate que la partie du ministère a une prise et il y a ceux qui veulent prioriser, ce n'est pas un problème. Et parce que les cadres du ministère appartiennent à cette structure, nous on le connaît, mais ce n'est pas un problème, on va continuer à nous battre pour avoir plus de représentativité à ce qu'on soit plus considéré. Oui, donc là, vous avez observé 2 mouvements de grève sans suite. Quelle sera la suite de cette lutte? Et par rapport à ça, on va encore se réorganiser, prendre d'autres décisions. On ne va pas se fatiguer la semaine prochaine, Inch'Allah. On entreprend poser un mot d'ordre de grève sans service minimum plaise à Dieu. Et en dépit de ça, une marche sera organisée sur toute l'étendue du territoire pour marquer notre mécontentement. Okay. Quel était le niveau de mobilisation des militants qui sont sur le terrain? Les militants qui sont sur le terrain sont très engagés pour que la lutte aboutisse à une satisfaction. Nos souhaits restent toujours à ce qu'on arrive à avoir gain de cause par rapport à nos revendications et que le gouvernement pense à ce que nos revendications soient légitimes et qu'on discute sur une table de négociation et avoir une porte de sortie. C'était à l'instant Aziz Moussa, il est le secrétaire aux affaires administratives du bureau exécutif national du syndicat national des agents de santé terrain Sinazat. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le bureau exécutif national du Sinazat vient d'être appelé à une rencontre demain, mardi 8 février 2022, au ministère de la Santé publique pour statuer sur les différents points de revendication des agents. Nous y reviendrons plus en détail. Nous allons à présent à la découverte d'un jeune docteur vétérinaire qui s'engage à révolutionner le secteur de l'élevage au Niger. Il s'agit du docteur Ibrahim Maman Laminou qui est nourri de beaucoup d'ambition pour l'élevage du Niger. Voyons tout cela dans ce reportage signé Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. Né le 5 février 1970 à Zander, docteur Ibrahim Maman Laminou est un médecin vétérinaire âgé de 52 ans. Après un baccalauréat scientifique suivi par un DUES en chimie, en biologie et en géologie, il effectua de brillantes études à l'extérieur sur l'insémination artificielle, car il avait pour but de contribuer à améliorer de façon significative la production de la viande, du lait, des œufs et autres produits connexes au Niger. Ce qui le guida à rentrer au Berca juste après sa formation et ouvre un cabinet malgré les influences liées à l'environnement et à l'économie. Se voulant quelqu'un qui veut résoudre des problèmes et offrir des solutions, Dr Ibrahim pratique ses activités avec déférence et complaisance. Moi, j'ai toujours été attiré vers ce qu'on appelle la résolution des problèmes. Je ne veux pas rester quelqu'un qui est purement conceptuel, quelqu'un qui est trop théorique. J'aimerais être très proche de la pratique. Donc, c'était dans ce cadre que j'ai décidé de mettre en place ce cabinet vétérinaire. C'est d'autant plus qu'avant de venir au Niger, j'ai été le responsable de l'hôpital vétérinaire de l'école État de sciences et de médecine vétérinaire, où je suis resté pendant 3 ans à faire tout ce qui est prise en charge, à faire tout ce qui est conseil, à faire tout ce qui est radiologie, à faire tout ce qui est dentisterie, à faire tout ce qui est de la production aussi. Ayant une certaine l'élevage comme tout vétérinaire, le docteur Ibrahim possède toute une multitude d'animaux ovipares, dont plusieurs types de pigeons. Vous ne pouvez pas être vétérinaire sans aimer l'élevage, mais vous ne pouvez pas aussi être à la tête de certaines structures telles que le Club mondial Niger sans pour autant produire. C'est en effet ce désir de produire qui fait que vous soyez en contact avec les éleveurs, que vous connaissiez leurs problèmes et que vous leur
faites des propositions pour résoudre leurs problèmes. Donc oui, j'élève surtout des pigeons, ce qui me permet de répondre aux besoins des aviculteurs qui produisent des œufs, mais aussi qui font des poulets de chair, sans oublier les éleveurs de pigeons. Pluridisciplinaire comme il se prénomme. Après 20 ans de pratique, il est aujourd'hui maître de recherche au CAMES, a eu encadré 20 thèses, formé 150 médecins et pharmaciens, faire 70 publications, l'équivalent de 3 chapitres. Et dans son cabinet actuel, il prévient, consulte et traite toute forme de maladie en rapport avec les animaux. Également chef unité palydiologie entomologie médicale au CERMES. Dr Ibrahim se donne pour slogan un peu amusant en réponse à son désir de vouloir résoudre les problèmes. Donnez-moi le Niger et il sera guéri en 3 jours. Merci Ibrahima Boubacara et du courage au docteur vétérinaire. Son nom est désormais inscrit dans l'annale du football africain. Le Sénégal a décroché pour la première fois de son histoire la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations de football en battant les pharaons d'Égypte au tir au but. C'était hier dimanche à Yaoundé au Cameroun. Aujourd'hui au Sénégal, c'est un jour de fête partout. C'est l'effervescence pour fêter ce sacre. Les Lions de la Teranga ont donc atterri cet après-midi à l'aéroport Sédar Senghor de Bamako de Dakar. Ici au Niger, l'ambassadeur du Sénégal au Niger a profité de l'occasion également pour saluer la victoire de l'équipe nationale du Sénégal. On l'écoute. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions à la fin du match, mais c'est un sentiment d'abord de fierté pour le football africain. Donc on sent que le football africain a atteint un niveau de haut de gamme. Donc ça, c'est une source de fierté pour tous les Africains. Et puis bon, le deuxième sentiment, c'est le soutien des Nigériens. Vraiment, nous disons merci aux Nigériens pour leur hospitalité légendaire. Voilà, tout le monde sait que les Nigériens sont très hospitaliers. Et les Sénégalais qui sont ici, ils se sentent comme chez eux. Voilà, donc quand le Sénégal va en finale en CAN, donc même si c'est au Niger, c'est comme si c'était au Sénégal. Voilà, donc on a vu vraiment la mobilisation, le soutien, et nous leur réitérons nos sincères remerciements. Le président a signé un décret hier pour déclarer aujourd'hui lundi journée chômée et payée. Parce que c'est le jour où les Lions doivent arriver à Dakar, et lui-même, le président même, vous savez que le président était à Addis Abeba. Il a regardé le match à Addis Abeba parce que à Addis Abeba, il devait commencer à présider aux destinées de l'Union africaine. Donc, c'est lui actuellement le président de l'Union africaine. Et c'est à Addis Abeba qu'il a regardé le match. Donc, et c'est à Addis que la victoire des Lions l'a trouvé. Donc, en tant que président de l'Union africaine, c'est comme s'il dédiait le trophée à toute l'Afrique. Voilà, donc le trophée, ce n'est pas uniquement pour le Sénégal, mais c'est pour toute l'Afrique. On ne peut pas parler des Lions de la Teranga sans évoquer le cas de Sadio Mané. Je pense qu'il a vraiment montré un nouveau leadership dans le football africain. Et ça, c'est quelque chose qui doit être salué, voilà, qui doit être vraiment magnifié, parce que c'était un challenge pour lui. Le Sénégal n'a jamais pu la CAN, et il jouait contre l'Égypte, où joue son coéquipier de Liverpool. Donc c'était un défi pour lui, vraiment. L'Égypte ayant gagné la Coupe 7 fois de suite, donc c'était le tour vraiment du Sénégal, donc qui n'a jamais gagné la Coupe. Et ça, c'était un défi qui était sur les épaules de Sadio Mané. Et il a fait montre d'un leadership exceptionnel pour sortir le Sénégal de cette invisibilité, voilà, pour parler un peu en métaphore. Et là, vraiment, avec cette victoire-là, le Sénégal maintenant peut prétendre à entrer dans le peloton très fermé des grands pays du football africain. Au mois de mars, je pense, le mois prochain, donc il y aura un match de barrage pour la Coupe du Monde. Voilà. Et le Sénégal va encore jouer contre l'Égypte. Voilà, donc ça également, c'est un autre défi. Bon, ce n'était pas les mêmes défis, mais là, vous voyez que les Lions de la Teranga, ils ont atteint un certain seuil d'engagement, tel que je ne pense pas que cet engagement-là va se déliter aussi vite. Donc c'est sûr que c'est avec encore davantage d'engagement qu'ils vont aborder le match du mois de mars prochain. C'était donc à l'instant l'ambassadeur du Sénégal au Niger, Paul Benoît Sarr.
qui saluait la victoire du Sénégal hier au Cameroun, à Yaoundé. Le Sénégal, sacré champion d'Afrique 2022 du football africain. Félicitations donc aux Lions de Teranga, du sport à présent donc, et de la culture aussi. Lancé le 1er février 2022, le Festival international du film sur le droit de l'homme a pris fin hier dimanche 6 février 2022 sur une note de satisfaction chez les organisateurs. Plusieurs acteurs du cinéma nigérien étaient au rendez-vous au canal Olympia de la Blue Zone. Ce festival est parrainé par l'ambassadeur du Pakistan au Niger, nous précise Hamza Sakou et Nasser Sedou. Durant 6 jours, plus de 50 films africains ont fait l'objet de compétitions dans le cadre de la 6e édition du Festival international du film sur les droits de l'homme. Ainsi, la présente cérémonie la clôture de cette édition avec un bilan satisfaisant. Je tire un bilan vraiment satisfaisant. Satisfaisant à la mesure des moyens que nous avons déployés. Il est vrai, comme vous le savez, nous sommes au Niger. Ce n'est pas très facile. Il y a beaucoup de priorités aujourd'hui qui sont à la fois sécuritaires et sanitaires. Et donc l'accompagnement n'a pas été aussi facile que ça. Mais néanmoins, je tiens à remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Nous avons atteint donc les objectifs que nous nous sommes fixés, notamment celle d'honorer les objectifs qui nous ont permis donc d'honorer nos cinéastes. Nous avons fait honneur donc à nos cinéastes disparus, notamment Oumarou Ganda, Mustafa Alassane, Zalika Souley, Damour Zika, n'est-ce pas, Jean Rouch, qui, par leur temps, ont su placer le Niger, en tout cas, à un niveau très haut du cinéma africain, voire le cinéma mondial. Pour le parrain de cette édition, c'est un travail exceptionnel, abattu par les organisateurs, qu'ils remercient d'ailleurs avant de les encourager à plus. Aujourd'hui, ce fut une tâche gigantesque pour M. Bedari, son équipe, ses collaborateurs et tous ceux qui se sont associés à lui pour faire de ce festival international de films sur les droits de l'homme une réalité. Organiser un simple programme, l'organiser est difficile. À plus forte raison, un si grand festival comme celui-ci, recueillir les films, présenter les films, rassembler l'audimat, l'audience, collecter les jurys, faire travailler les jurys et organiser les sélections donc pour les films méritants. Et c'est une tâche vraiment gigantesque. C'est une tâche très difficile, mais c'est une tâche qu'ils ont su mener à bien. Et en plus, c'est une source d'encouragement. C'est une source d'encouragement pour les jeunes, c'est une source d'encouragement pour les promoteurs, c'est une source d'encouragement également donc, pour tous les techniciens qui ont œuvré donc, dans le cadre de l'organisation de ce festival. Enfin, cette édition a été couronnée par plusieurs prix aux cinéastes nigériens ayant fait preuve de leur talent et continuent d'animer honorablement le 7e art nigérien à travers leurs films qui font le tour du monde. Merci Hamza Sakou. Vivement la 6e édition. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.